Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurent Tricard, je suis directeur de l'innovation et des partenariats de la Pleine Image, et au nom de toute l'équipe de la Pleine Image, ravi de vous accueillir pour cette table ronde de ce matin autour de cette question de l'approche holistique de la santé. C'est une collaboration, coproduction avec Eurasanté Eurasanté / je ne sais pas ce que je dois dire, Clubster NSL. Juste un petit mot pour vous expliquer pourquoi deux structures, alors qui ont fondamentalement la même vocation, qui est celle de faire du développement économique autour de filières bien marquées sur la métropole lilloise. Pourquoi cette collaboration entre deux filières qui semblent complètement distinctes, la santé d'un côté, les industries créatives de l'autre? C'est que de fait, nous partageons beaucoup de choses, et j'ai même envie de dire, c'est un peu vulgaire, nous partageons beaucoup d'entreprises qui sont des entreprises qui approchent le secteur de la santé, mais avec un positionnement autour soit de technologies qui sont issues des industries créatives, soit même autour de process, autour de vraiment avec une approche, par exemple une approche gamifiée autour du jeu, qui concerne le secteur de la santé. Donc nous sommes deux incubateurs notamment, et nous avons beaucoup de projets en co-incubation. Voilà, c'est la raison d'être de cette coproduction. Merci Laurent, oui, on est vraiment à la croisée des deux, et donc on va pouvoir en discuter ce matin et montrer vraiment le lien. Alors pour rappel, le déroulé de notre matinée, on va accorder une bonne heure aux échanges, à la table ronde pour discuter de cette approche holistique, et bien sûr une place aux échanges après. Donc on aura les interventions d'Harmonie Mutuelle, de MOA, Petit Bambou et une La Salle Beauvais qui se présenteront bien sûr. Et après, on aura une belle place au networking avec un cocktail et la démonstration du dispositif Elaps de réalité virtuelle qui fait aussi sens avec la thématique. Alors rapidement, pour présenter Clubster NSL pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on est donc un pôle de compétitivité, NSL pour nutrition, santé, longévité. On est animé par Eurasanté, qui est un groupement d'intérêt économique, et qui anime également 3 incubateurs de start-up. Le premier sur des projets de santé, e-santé, pharma, qui s'appelle le bioincubateur Eurasanté, qui fait aussi de l'accélération. Un incubateur Euralimentaire, qui accompagne des projets sur l'alimentation, la nutrition. Et le troisième sur les projets du bien vieillir. Et nous sommes basés sur 2 sites d'excellence, donc le parc Eurasanté et également Euralimentaire, qui lui est basé sur le marché de gros. Donc Clubster NSL, c'est une association de membres, 350 membres, avec 70% d'entreprises, 30% d'académiques, acteurs de la recherche, de la formation, établissements de soins et partenaires de l'innovation. Et donc ces structures sont sur différents secteurs qui vont de l'agroalimentaire, nutrition à la santé au sens large. Donc tout ce qui va être dispositifs médicaux, pharma, biotechnologie, e-santé. Et donc vraiment à la croisée de tous ces secteurs. Un exemple sur votre droite de nos membres qui produisent des ingrédients, des aliments, des dispositifs médicaux qui sont des établissements de santé, des mutuelles, des centres techniques. Donc une belle diversité et un petit échantillon aussi sur cet événement. Et les missions de Clubster NSL, rapidement, en tant que pôle de compétitivité, sont de fédérer ces acteurs pour innover, donc sur les secteurs de la nutrition santé, avec des enjeux évidemment sur le financement. Donc on est en veille sur les appels à projets. Au niveau de la région, au niveau national, européen, on accompagne nos membres dans le montage de projets et leur financement. On a un comité de labellisation des projets, des outils aussi pour les porteurs de projets et pour qu'ils puissent rencontrer des investisseurs. Et également une animation, on place à l'animation et un exemple ce matin pour faire se rencontrer ces acteurs-là et qu'ils puissent mettre en place des collaborations. Donc plus de 120 événements à l'année sur des aspects sectoriels, des aspects métiers et évidemment du networking. Et enfin, vraiment l'idée étant d'apporter des opportunités d'innovation, de business à la croisée entre le secteur de la recherche et l'industrie. Très rapidement, les prochains événements Clubster NSL. La semaine prochaine, on a un after-work de Noël, donc vraiment convivialité, échange multisectoriel et entre différents acteurs. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus. Le 14 décembre, un atelier expérimentation, donc cadrer et financer son expérimentation sur Arras. Le 15 décembre, le matin, donc un groupe de travail sur le projet de chambre éco-conçue. Et l'après-midi, fin de journée, sur les projets alimentaires territoriaux.
Donc là aussi une diversité de sujets, d'événements que vous retrouverez sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Quelques mots sur la Pleine Image. Donc la Pleine Image est un incubateur, accélérateur et plus globalement un hub dédié aux industries créatives, comme je le disais précédemment. Donc parmi ces industries créatives, donc nous travaillons un peu plus spécifiquement sur 3 grandes verticales que sont le gaming, le jeu vidéo, l'audiovisuel et toute l'innovation dans le secteur de la musique. Mais ça ne veut pas dire que ce soit exclusif. Nous avons ici des entreprises au sein de ce hub qui regroupent plus de 150 entreprises. Nous avons des entreprises qui sont sur d'autres domaines, mais qui globalement sont des productrices de contenu, que ce soit à des fins de communication, de marketing digital. Et je pense que l'exemple de Petit Bambou que l'on va évoquer et qui nous a fait le plaisir d'être parmi cette table ronde, viendra illustrer cette notion de producteurs d'entreprises productrices de contenu. Et nos missions, c'est d'accompagner ces entreprises pour les accélérer, d'attirer des entreprises de l'extérieur de la région Hauts-de-France pour les implanter ici ou plus globalement dans la région Hauts-de-France et de faire en sorte qu'effectivement ce secteur des industries créatives, que l'on connaît mal souvent, continue à créer beaucoup d'emplois ici en région Hauts-de-France. Et nous enchaînons, et nous partons, on peut dérouler, et nous allons tout de suite présenter nos invités qui nous ont fait le plaisir d'accepter cette invitation à cette conférence table ronde sur cette question de l'approche holistique de la santé. On aura cette question de la définition de tout ce que cela veut dire. Mais je vais commencer par Véronique Poty, directrice régionale Hauts-de-France de Harmonie Mutuelle. Bonjour, encore merci d'avoir accepté l'invitation. Et peut-être nous présenter rapidement Harmonie Mutuelle. Oui, bien sûr, bonjour à tous. Donc Harmonie Mutuelle est partenaire de l'incubateur Euralimentaire depuis 2018. C'est un acteur de santé global qui accompagne aujourd'hui 70 000 entreprises sur 4 métiers cœurs, la santé bien évidemment, mais également la prévention dont on va beaucoup parler aujourd'hui, la prévoyance et l'épargne retraite. Et en Hauts-de-France, nous sommes une 50aine de collaborateurs qui sillonnent la région pour rencontrer directement les dirigeants d'entreprise ou les DRH et les accompagner sur les divers sujets. Et nous avons également 5 agences pour recevoir les particuliers ou les salariés d'entreprise ou les TNS. Donc une rue Esquermoise à Lille, une à Valenciennes, une à Noyelles-Godault, une à Amiens et une à Dunkerque. Je voulais aussi passer comme message que c'est une véritable mutuelle au sens juridique du terme, c'est-à-dire que nous ne faisons pas que la complémentaire santé, la définition d'une mutuelle, c'est entreprise à but non lucratif. C'est différent d'une banque qui propose de la complémentaire santé, forcément. Et donc entreprise à but non lucratif qui n'a pas d'actionnaire à rémunérer, et ça change tout. Et entreprise à mission depuis 2021. Voilà. À vos côtés, Valentin Comarteau, donc cofondateur et CEO de MOA. Ah, micro. Il en faut toujours un, autant l'avoir au début. Est-il allumé ? Oui. Peut-être qu'il n'est pas assez fort. Ouais. Merci les ingénieurs du son. Franchement qu'ils sont là, ils sont toujours cachés, je vous remercie bien avant. Bonjour à tous, du coup enchanté d'être là, merci de l'invitation pour parler d'un sujet qui fait partie de l'ADN de moi, la santé holistique ou la santé globale. Moi je représente cette structure, moi qui fait référence à soi-même, mais qui fait référence aussi à My Own Health Activity pour ma propre activité de santé. Moi c'est une entreprise qui s'est construite sur un constat, c'est qu'aujourd'hui notre système de santé il tourne un peu à l'envers. On finance plus le curatif que le préventif, on accompagne plus le soin que l'individu dans la gestion de sa santé au quotidien. Les rimes, c'est pas fait exprès. Mais pour autant, on a décidé avec moi vraiment d'accompagner chaque individu dans l'amélioration de sa santé tous les jours, de sorte à ce qu'ils vivent mieux et à tous les âges. Et comment on fait ça aujourd'hui ? C'est avec les solutions que vous retrouvez derrière nous. Avec un score de bien-être. On est aujourd'hui les premiers à avoir inventé un score de bien-être qui nous permet de dire qui est en bonne ou mauvaise santé. Et de ce score de bien-être, on peut revenir juste sur la diapo avant. On va proposer une multitude de solutions pour permettre à l'individu d'améliorer sa santé au quotidien. Donc en haut, c'est en haut ici sur votre droite, vous retrouvez ce que nous on va appeler notre score de bien-être sur toutes les dimensions de la santé physique, la santé mentale, la santé sociale ou relationnelle. Derrière,
on va permettre à chaque individu, grâce à ce premier score, finalement, d'automatiser son programme de bien-être et de santé en moins de 5 minutes. C'est quand même magique. En moins de 5 minutes, on va vous dire quoi faire pour améliorer votre santé. Voilà, donc ça c'est Moa, et puis derrière, on va vous proposer des contenus. Contenus qu'on va gamifier. Un article à consommer pour mieux gérer son anxiété qui vous fait gagner un point, et qui vous permet de vous acheter une récompense avec des acteurs engagés comme la consignerie. La consignerie, entreprise locale qui fait des livraisons de courses, produits bio, bruts, livrés à la maison et consignés. Voilà, donc ça c'est Moa. Et aujourd'hui, Moa, nous on travaille principalement avec les entreprises, le B2B. On peut passer à la diapo suivante. Et on accompagne les entreprises. Pourquoi ? Parce que quand je parle du système de santé qui tourne à l'envers, il faut savoir que l'individu n'est pas éduqué à sa santé, mais l'entreprise n'est pas forcément non plus elle éduquée à la santé. Et on le sait, c'est que la santé, elle est aussi influencée par des marqueurs environnementaux. L'entreprise, c'est l'environnement dans lequel vous êtes potentiellement tous les jours, et elle peut vous créer de la sédentarité, risque pour votre santé. Elle peut vous créer de l'anxiété, risque pour votre santé, et elle peut aussi créer des conflits interpersonnels qui sont aussi des risques pour votre santé, puisque derrière ça va créer des émotions négatives, cortisol, etc. et j'en passe. Je vais pas rentrer dans la physiologie. Voilà, donc ça c'est Moa. Et notre mission, c'est vraiment de faire en sorte que d'ailleurs, peut-être au milieu de cette heure, on puisse se lever juste 30 secondes parce qu'il faut montrer l'exemple, et c'est aussi ça Moa, c'est de réduire les temps de sédentarité. Voilà. Je peux me proposer d'animer debout, hein, ça ne pose pas de problème. Et je remarque au passage, Valentin, que vous avez une entreprise de la pleine image qui s'appelle Better Call Dev qui fait partie de vos clients. Voilà. En parlant d'entreprise de la pleine image, Marie Tumoine, donc qui représente Petit Bambou. Donc pareil, si tu peux présenter Petit Bambou en quelques mots. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Alors donc il n'y a pas les cofondateurs, hein, vous avez que moi. Petit Bambou, donc je pense qu'il y a déjà pas mal de gens dans la salle qui connaissent. C'est une app qui a été lancée en 2014, donc une application digitale de méditation de pleine conscience. Aujourd'hui, on compte plus de 10 millions d'utilisateurs, donc ça c'est chiffre monde puisqu'on est traduit dans plusieurs langues. Pays francophones, donc France plus Suisse, Belgique, province Canada, on est à 6 millions d'utilisateurs. Donc c'est une marque qui est très forte. En France, on est leader France et européen sur la méditation de pleine conscience par une app. L'app contient plus d'une centaine de programmes au sujet très très variés. L'idée en fait c'est de travailler les enjeux de vie tout simplement. Donc on va venir travailler des sujets autour de la santé mentale, mais aussi du sommeil, du sport. On va retrouver les méditations avec les enfants, la nutrition, l'arrêt de la cigarette, etc., etc. On produit du coup nos contenus. On a un nouveau programme qui sort à peu près sur un rythme d'une fois par mois. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc moi je suis sur la partie B2B de Petit Bambou, c'est un peu la face cachée de l'app puisque c'est une app grand public avant tout. Je suis arrivée en 2019 chez Petit Bambou avec cette perspective de se dire, du coup je rejoins ce que tu viens de dire, mais que l'entreprise a un rôle à jouer effectivement sur cet équilibre de vie que l'on recherche tous, puisqu'on passe énormément de temps dans l'entreprise. Et donc j'ai monté tout le pôle B2B de Petit Bambou. À aujourd'hui, les chiffres sont un peu erronés, même si je vous ai envoyé la slide là, mais je pense qu'on est un peu plus de 300 clients depuis 2019 maintenant. Alors ce qui est génial avec la pleine conscience, c'est que ça touche toute taille d'entreprise, de la TPE au groupe du CAC 40, tous les individus, hommes, femmes. On est dans des centres de recherche, on est dans l'aérospatiale, dans l'industrie, dans des usines, etc. Donc c'est vraiment incroyable de voir comment les gens ont cette volonté de retrouver un équilibre tout simplement. Donc c'est un peu la mission de Petit Bambou aujourd'hui, c'est d'accompagner, d'offrir le meilleur outil qu'on puisse produire pour que ces gens soient acteurs de leur équilibre de vie, de leur hygiène de vie au quotidien. Et voilà. Et puis là, vous avez mes coordonnées, mais je vous redonnerai mes contacts après. Et donc voilà, marque très forte avec un lien très proche avec nos utilisateurs. Il faut savoir que chaque personne qui écrit à notre service client, qui est ici, Anaïs, Sophie et Clara, je leur rends hommage. Chaque ticket est répondu, c'est hyper important pour nous. Et donc on a des témoignages incroyables, on a des demandes incroyables. Voilà, donc c'est un gros enjeu pour nous, on a un vrai enjeu sociétal. J'espère que je fais honneur aux deux cofondateurs qui ont mis cette impulsion dans l'application. Voilà.
et qui est ici, je précise, au Au deuxième étage, ouais, c'est ça. On est à la pleine image. De ce même bâtiment. Et je peux témoigner juste une chose sur la marque Petit Bambou, parce que nous recevons beaucoup d'entreprises, y compris d'entreprises internationales de notre secteur des industries créatives. Et quand on fait une visite des fois du bâtiment, il arrive chez Petit Bambou. Il arrive très souvent l'effarement de personnes qui nous disent « Ah bon, c'est ici ?» Ouais. Voilà. Nous, on bosse, on a les vitres et on voit les gens passer, nous regarder comme ça, prendre des photos. Alors souvent on demande mais où est le Petit Bambou, mais voilà, donc donc dernière invitée, Anne-Catherine Ilner, donc vous représentez l'aspect recherche ici, donc en étant professeur associé à l'établissement uni La Salle Beauvais, donc spécialisé en nutrition humaine et prévention. Oui, c'est ça, exactement. Je présente aujourd'hui l'Institut Universal, qui est un institut de formation et de recherche. On forme majoritairement des ingénieurs. On a 4 campus, Beauvais, Rouen, Amiens et Rennes. Et on forme des ingénieurs vraiment autour différentes thématiques, tout en lien avec les sciences de la vie, de l'agriculture, agronomie, l'environnement, mais également santé par alimentation que je représente aujourd'hui. Alors, je suis enseignant-chercheur en nutrition humaine, prévention, santé des populations. C'est un très long titre. En combinaison avec mon nom, ma formation déjà reflète, je crois, aussi approche un peu holistique avec un bagage en nutrition humaine et après la santé publique. Et le collège santé est dirigé par Karine Delair et aussi au sein de notre collège, on a une approche très pluridisciplinaire, multidisciplinaire. Et vous voyez ici sur les diapos aussi, comme on est dans une école ingénieur, on travaille également avec des acteurs publics, mais également avec des mondes industriels privés. Et aussi au sein de l'équipe à plan de notre collège, on a 2 équipes, une qui est plutôt orientée de la recherche fondamentale, qui s'appelle PETAL, qui travaille notamment sur des effets d'une exposition précoce et chronique au AEG. Ce sont des composants alimentaires dus à la production de processus et leur effet sur la santé avec des modèles plutôt précliniques et cliniques. Et nous, en tant que Panache, c'est un pôle d'activité en nutrition, alimentation et santé humaine que je dirige depuis 2015. On travaille vraiment avec une approche participative, avec l'approche holistique des usagers sur différentes populations vulnérables sur le territoire de l'Oise et aussi sur d'autres thématiques nationales. Alors, on a également au sein de nos thématiques, on a l'approche holistique au sein de nos recherches. Et je suis ravie d'échanger avec vous sur le sujet aujourd'hui. Vous trouvez ici mes coordonnées et j'ai apporté aussi un peu de documentation après pour vous montrer plus des projets qu'on fait sur le territoire. Alors d'une certaine manière, à travers la présentation de chacun, on a déjà un peu donné une définition, enfin commencé à ébaucher une définition de ce qu'est cette approche holistique de la santé. Mais ça me paraît important quand même de reposer les bases. Alors, Valentin, peut-être, qu'est-ce que ça veut dire approche holistique de la santé? Et c'est vrai que en préparant cette table ronde, vous nous avez un peu tous renvoyé à la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé, disons que, in fine, c'était un peu une définition d'une approche holistique. La définition de la santé est en réalité, oui, une approche holistique puisqu'elle traite toutes les dimensions de la santé. On parlait de santé physique, l'alimentation, le niveau d'activité physique, le sommeil. Si on parle de la santé mentale, la confiance en soi, la gestion des émotions, la capacité à gérer son anxiété, son stress et le relationnel, la relation qu'on peut avoir aux autres, avec sa hiérarchie, sa famille. Donc tout ça, c'est ce qui participe finalement au bien-être de l'individu aujourd'hui. Et on est dans une évolution aujourd'hui de cette définition de la santé. Pour moi, en tout cas, c'est qu'elle évolue. On arrive à être plus précis sur les termes que l'on doit utiliser. Mais avant de la préciser, elle devrait être en tout cas déjà intégrée dans notre population. Autour de vous, demandez à des personnes quelle est leur définition de la santé. Ben, ils vont se poser beaucoup de questions. Mais c'est quoi la santé? C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas conscience, en fait, tout simplement que le fait d'être assis trop longtemps, ça crée de la sédentarité. Et comme une voiture qui ne roule plus, elle a du mal ensuite à démarrer, ben c'est la même chose. En fait, ça crée finalement des défauts de santé. Et ça, les personnes que l'on croise nous au quotidien, ben, elles ne maîtrisent déjà pas cette définition, donc c'est une vraie problématique. Ça veut dire qu'on n'a même pas conscience
Un peu comme l'environnement, on a pris conscience de l'environnement et des problématiques de l'environnement il y a quelques temps. Et aujourd'hui, c'est la même chose pour la santé. On est en train d'en prendre vraiment conscience, de se dire, mais en fait, c'est de ma responsabilité la santé. Oui, et c'est aujourd'hui qu'on doit traiter ces sujets. C'est pour ça que c'était important de revenir sur cette définition. Et je terminerai là-dessus. Si on prend soin de notre santé comme on prend soin de l'environnement, eh ben, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de maladies chroniques. C'est qu'en fait, eh ben, tout simplement, eh ben, on n'y prête pas attention. Voilà ce que je voulais dire sur cette définition. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une difficulté de prise en compte de ce qu'est la vraie définition de la santé? À quels endroits chacun d'entre vous agit pour travailler cette vision de la santé? Moi, je crois, d'un côté, il y a cette définition thématique, théorique de base, qu'est-ce que c'est la santé, mais il y avait aussi d'autres définitions, notamment promotion à la santé et l'itération de la santé, qui ont essayé de faire participer le patient, l'individu, l'usager, de vraiment travailler sur des compétences de quelqu'un, de faire appel à des connaissances, de motiver quelqu'un, de se responsabiliser pour sa santé et de faire réfléchir aussi qu'est-ce que c'est la santé, que c'est une approche globale qui inclut d'un côté le comportement à la santé quotidienne, mais bien sûr aussi des pathologies. Et malheureusement, beaucoup de patients, l'individu associe souvent avec la santé un aspect un peu plus négatif que le côté comportement à la santé positive qu'il faut notamment travailler. Et la définition holistique permet aussi de travailler le côté plutôt positif. Moi, si vous demandez ici les personnes, peut-être certaines ont une définition plus négative dans la tête que d'autres. Hein. C'est très individuel de toute façon, mais il faut travailler avec très participatif pour laisser comprendre que c'est multidimensionnel. Alors, pour Harmonie Mutuelle, effectivement, on est tous convaincus également que la santé doit être considérée avec une approche globale. Et cette définition de la santé selon l'OMS et la définition des déterminants de santé, c'est-à-dire les facteurs, selon l'OMS, les facteurs personnels, économiques, sociaux ou environnementaux qui déterminent la santé de tout à chacun, ça nous a carrément aidé à définir la raison d'être d'Harmonie Mutuelle qu'on peut peut-être remettre. Et en fait, nous avons décidé d'agir sur ces déterminants de santé, ceux sur lesquels on peut avoir un impact, qui sont donc les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des individus et en s'appuyant sur la force du collectif. Alors, pour notre part, on agit au quotidien sur, par exemple, remettre nos adhérents, les salariés, au sport. On a une offre sport en entreprise, une offre sur mesure. On est la première mutuelle de France qui a le plus de courses solidaires dont on est partenaire. Je vois mon collègue Christophe Monger qui organise régulièrement des courses. Il y a les ch'tis marathoniens, là, il y a la course de la Citadelle, il y a les boucles de Dunkerque. On agit aussi sur l'alimentation. Nous sommes partenaires d'Euralimentaire. Nous sommes point de retrait pour les courses solidaires en circuit court dans certaines de nos agences. Et on a, par exemple, distribué carrément plusieurs milliers de paniers de légumes en circuit court à des étudiants en état de précarité alimentaire sur Dunkerque et sur l'île, justement pour qu'ils, déjà, un, mangent à leur faim, deux, apprennent à manger plus de légumes et apprennent à cuisiner des légumes surtout. On agit aussi sur le logement, puisque le groupe Vive, dont Harmonie Mutuelle fait partie, s'est rapproché du groupe Arcade, qui est spécialisé dans les logements, justement pour joindre les thématiques de logement à l'assurance santé, c'est dire l'enjeu. Et on est partenaire également d'Habitat Humanisme qui travaille sur l'accessibilité au logement. Voilà. Donc on essaye d'intervenir sur tous les enjeux de santé, tous les déterminants de santé sur lesquels on a la main. Voilà, et c'est un travail de longue haleine sur lequel on va être audité en fait tous les 2 ans, puisque c'est inscrit dans les statuts de la mutuelle. Voilà. Merci. Peut-être pour poursuivre et en savoir un peu plus sur les activités de chacun et comment vous vous positionnez sur l'approche, quel est votre lien avec les acteurs de la santé? Comment vous collaborez avec les médecins, les hôpitaux, les mutuelles, pour les acteurs entreprises? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, je vais prendre la parole.
Alors, nous, l'application, elle n'a pas été lancée. Enfin, l'ADN de Petit Bambou, c'est pas la santé de base. Et je pense que Ludo, il ferait des bons sur une chaise en parlant de santé. Mais par la force des choses, on y est assimilé parce que en fait, on vient toucher au mental. Donc déjà, l'ADN de Petit Bambou premier, c'est la prise de conscience de ce qui se passe en nous. Ouais, on peut avoir une tendinite, on peut avoir un problème de dos, etc. Ça, c'est physique, mais finalement, qu'est-ce qui se passe là-haut? Les émotions, le stress, l'anxiété, la relation aux autres, le pilote automatique, nos schémas, d'où on vient, notre éducation, la société, etc. Tout ça a eu un impact sur qui on est, tout simplement. Et en fait, je dirais que vraiment le cœur de Petit Bambou, c'est d'accompagner les personnes à prendre conscience de qui ils sont en eux et de rentrer dans l'action ensuite par rapport à cette prise de conscience. Donc ça, c'est... Voilà. Ça fait référence juste au truc d'avant. Par rapport au secteur de la santé, donc nous, par la force des choses, c'est un sujet qui s'est beaucoup développé chez Petit Bambou. Alors déjà, on se partage un peu l'émission, mais grosso modo, on a un pôle santé chez nous où on est en lien avec tous les libéraux. On va passer du médecin libéral, psychologue, ergothérapeute, orthophoniste, vraiment tous les corps de métier qui vont proposer la méditation à leurs patients. Donc ces personnes nous contactent pour avoir des renseignements, donc on a une page dédiée pour eux, ils ont accès à Petit Bambou, on leur offre des accès gratuits pour qu'ils puissent tester et donc recommander en toute connaissance. On a Christophe André, donc pour ceux qui connaissent pas, qui est alors il est à la retraite maintenant, mais c'est un médecin psychiatre, c'est le premier médecin psychiatre à avoir introduit la méditation de pleine conscience en France à l'hôpital Sainte-Anne. Il y a une vingtaine d'années à peu près. Et lui fait partie des contributeurs de Petit Bambou depuis 2 ans. On a fait toute une collaboration avec lui pour sensibiliser justement les pairs à l'usage de la méditation dans les parcours de soins auprès des patients. On a beaucoup de témoignages de personnes qui nous disent que c'est leur psychiatre, leur psychologue qui a recommandé Petit Bambou dans le cadre du parcours de soins. Donc voilà, donc on va dire il y a ce lien un peu informel avec cette partie du corps médical. Ensuite, donc ça c'est moi qui suis en charge de ça, on est en lien avec beaucoup de structures médicales, CHU, centres hospitaliers, cliniques, etc. Et là, plutôt dans la prévention santé mentale auprès des soignants. Enfin, alors, certaines structures médicales n'aimeraient pas que je m'entende dire ça parce qu'ils ne veulent pas dissocier soignant du personnel, la personne qui va nettoyer les couloirs, ou enfin voilà, donc tout personnel hospitalier. Et donc là, on a des partenariats où on déploie l'application auprès de ces personnes-là. Et le troisième volet avec le monde de la santé, ce sont les études. Donc on est nous beaucoup sollicités pour déployer Petit Bambou dans le cadre de recherche scientifique. Donc pour en citer quelques-unes, j'avais pris en note sur mon papier que j'ai laissé sur le bureau, mais j'ai retenu. On est en ce moment, donc il y a le CHU de Genève dans un cadre d'études sur la méditation et l'infertilité. On a au CHU de Toulouse, dans le cadre de la gestion du stress pour les internes en anesthésie et en réa. Au CHU de Lille pour les patients et les familles autour de la maladie de Huntington. Et plein d'autres. Moi, je suis en lien avec la Schema, avec une chercheuse de la Schema. Et là, c'est plutôt pour le coup pour la qualité de vie au travail où on a fait pas mal d'études, notamment en lien avec les États-Unis où on a déployé beaucoup de codes sur des études précises sur la gestion du stress dans le cadre de pro, sur l'attention et la concentration, etc., etc. Donc, ouais, nous, on est en lien constant avec le monde de la santé sur ces 3 grands volets. Manu, également peut-être un peu retourner au diapo. Notamment pour des projets qui emmènent au sein de Pôle Panache, qui sont très, très multi-acteurs. Vous voyez ici un programme de préhabilitation alimentaire à destination de patients traités pour un cancer à risque majeur de dénutrition précoce, qui est intitulé NEOTEC, qui est un projet d'un séjour de 5 jours dans une maison spécialisée où on laisse intervenir plusieurs acteurs, des éducateurs d'activités physiques adaptées, des sophrologues. Bien sûr, on recrute aussi des patients ensemble avec nos partenaires du monde hospitalier. Et aussi nos projets qui amènent
sur le sujet âgé et sur le bien vieillir sont aussi très, très multi-acteurs, comme ils sont financés majoritairement par la conférence de financeurs de l'Oise. Aussi, dans ce cadre-là, il faut travailler avec des acteurs territoriaux. Bien sûr, nous, en tant qu'équipe, on gère des ateliers collectifs en tout cas concerne l'alimentation. Pour des autres aspects, la santé mentale, on fait des ateliers sur la santé mentale. Pour activités physiques adaptées, anti-chute, on fait appel à des prestataires ou à d'autres professionnels de santé. Je crois aussi en général beaucoup, c'est essentiel de travailler multidisciplinaire. Si on travaille sur la santé, c'est essentiel de communiquer avec différentes disciplines, notamment ceux qui sont sur le terrain, mais aussi les chercheurs qui finalement évaluent l'efficacité du programme. Pour vous donner un exemple, il n'est pas cité ici le programme Autonal, c'est un programme entre 2018 et 2021 sur la lutte contre la perte d'autonomie. On a amené en Loire 42 ateliers au sein de centres sociaux, dans les maisons de santé. On a organisé une campagne de promotion sur le bien-vieillir avec 12 000. Alors, on est en collaboration aussi avec le monde politique et avec des élus, parce qu'il faut aussi que la politique des élus comprenne l'approche holistique. Et aussi avec notre nouveau projet Alim Aidant, c'est un programme de promotion de la santé et du bien-être des aidants de personnes âgées dans l'Oise. On amène la même approche très, très multidisciplinaire pour d'autres thématiques qui ne concernent pas l'alimentation. Il faut travailler en échange d'expertise. Aujourd'hui, alors c'est peut-être difficile pour vous quatre d'avoir beaucoup de recul en termes d'années, mais est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment une évolution, il y a vraiment une transformation sur la vision des professionnels de la santé, de vos approches respectives? Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile ou est-ce qu'on vous prend pour des concurrents? Est-ce que des fois il y a des réactions plutôt de rejet à vous enfermer dans... Alors, il y a cette question santé, bien-être aussi, sur laquelle on peut discuter. Et j'imagine qu'il y a des professionnels de la santé qui ont peut-être une vision encore qui date. Ouais, c'est une très bonne question. Je vais juste parler de la méditation et pas de Petit Bambou, parce que finalement, nous, on est un acteur qui permet la pratique de la pleine conscience. Faut savoir que la pleine conscience, c'est... Alors, si vous connaissez pas, je vous invite à chercher sur Google le MBSR et le MBCT. Ce sont les deux grands protocoles aujourd'hui qui cadrent les études scientifiques autour de la pleine conscience. Et en fait, ça vient d'un médecin aux États-Unis dans les années 70. Il y a encore 10 ans de ça, il y avait à peu près 200 études par an sur la pleine conscience. Aujourd'hui, on est quasiment à 10 000 études au monde sur la pleine conscience. Il n'y a pas du tout de mise en compétition avec le monde médical. On n'est pas du tout sur la même chose. Nous, on est sur un accompagnement mental et souvent pour de la prévention au niveau de la pleine conscience. Mais ce qu'il faut retenir avec la méditation, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'hôpitaux qui le font de manière informelle. C'est-à-dire que c'est pas mis dans les lignes, dans le cadre des protocoles, etc. Mais il y a énormément de soignants, de médecins, de cadres, d'infirmiers. Alors ça, dans les structures hospitalières et après dans les cabinets libéraux qui vont utiliser la pleine conscience pour tout simplement une régulation du stress, pour une préparation à la chirurgie avant. Enfin voilà, il y a une pratique de la pleine conscience qui est vraiment diffuse sur énormément d'aspects de la santé globale, que ce soit en prévention ou en curatif. Et c'est pas du tout mis en concurrent. Et la preuve, c'est qu'on est beaucoup, enfin, le Petit Bambou, mais la méditation est aussi beaucoup recommandée dans les parcours de soins. Et quand nous, on a des demandes entrantes, enfin des tickets entrants de nos utilisateurs en disant ouais, j'ai tel et tel et tel et tel problème, parce parfois ils nous prennent pour leur médecin, on renvoie direct vers un personnel, vers un professionnel de la santé. C'est pas du tout notre job, clairement. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à faire des recherches sur le sujet, parce que les études sont absolument incroyables. Alors toutes ne se valent pas.
Clairement, il y a la difficulté des biais au niveau des études, etc., sur la pleine conscience, mais celles qui sont les plus réputées montrent des résultats incroyables sur la gestion du stress, que ce soit chez les adultes, chez les enfants, la régulation des émotions, l'attention à la concentration, la prévention de la douleur également. Et ça, aujourd'hui, il y a des grands neuroscientifiques. On a Steven Loreis en Belgique qui a étudié des grands moines tibétains qui ont plus de 10 000 heures au compteur de méditation, et il y a un vrai impact sur le cerveau, sur le cortex préfrontal, etc. On le voit, l'imagerie le montre, et donc du coup c'est passionnant comme sujet, et c'est totalement complémentaire, et le sujet est pris en main depuis quelques années maintenant très sérieusement par la sphère scientifique, quoi. Voilà. Moi, j'ai aussi quelquefois des expériences, c'est très intéressant de voir des expériences tellement positives. Je rencontre aussi quelquefois un peu de compétitivité entre des disciplines. Quel facteur comportemental a le plus impact pour améliorer un état de santé? Notamment, vous avez quelquefois une petite compétitivité entre alimentation et activité physique. Quel facteur est le plus important? Vous avez aussi de croire à la prévention, je crois à fond, mais je sais aussi qu'il y a des fortes tendances aussi de prioriser les curatifs. Je crois qu'il y a encore un chemin à faire pour travailler ensemble l'approche holistique, et aussi d'évaluer. Il manque aussi des études qui évaluent cela de façon méthodologiquement correcte pour regarder, parce que c'est très complexe bien sûr au sein d'une étude d'évaluer la contribution de certains facteurs par rapport à certaines maladies. Pour certaines maladies, ça marche très bien, notamment stress, anxiété. Pour d'autres maladies, l'impact est variable. En tout cas, concernant le côté prévention. Je peux faire une petite conclusion sur le sujet? Si ça vous va. Ah, pardon, on va conclure à deux. Mais sur l'aspect scientifique, déjà je vais revenir sur l'aspect, la place que l'on a avec finalement le monde de la santé, c'est qu'on travaille avec plus de 50 experts du bien-être et de la santé. Je rappelle, la santé est un état de complet bien-être, physique, mental et relationnel, donc le bien-être et la santé ça va ensemble. Et on crée nos contenus, parce qu'on est aussi des créateurs de contenu, puisqu'on donne du contenu aux individus pour mieux gérer leur santé, donc on est très proche d'eux, et en fait on les associe ensemble pour tout simplement créer un peu un pôle pluridisciplinaire pour donner les meilleurs conseils, les meilleures ressources, les meilleures bonnes pratiques pour faire évoluer les comportements. Premièrement, ça c'est le sujet numéro 1 chez nous, c'est aussi de créer cette communauté d'experts. En fait, c'est un vrai besoin aujourd'hui. On a finalement divisé toutes les spécificités. Maintenant, on est en train de finalement les rassembler. Et c'est pas si simple que ça. Je vais vous parler d'une expérience. Je suis professeur en activité physique adaptée à la santé. Je travaille dans les centres hospitaliers pour proposer de la rééducation, par exemple cardiaque. Donc on a des protocoles et c'est ce qu'on appelle une thérapie non médicamenteuse. C'est-à-dire que avec l'activité physique, on a des effets quelquefois équivalents à des médicaments. Et la compétition, elle est pas seulement avec le médicament, parce qu'en fait c'est une réalité, il y a une compétition avec le médicament. Il y a une compétition entre professionnels de santé, sport sur ordonnance. On était préparés pour le sport sur ordonnance. On a fait un bac+5. Les kinés se sont mêlés de toutes ces histoires pour garder finalement leurs affaires. Vous voyez, on est dans une complexité qui est aussi politique. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sport sur ordonnance, il se développe pas parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas de financement derrière. Merci les mutuelles. Merci d'être là. Parce que dans ces cas-là, les mutuelles sont là pour le financer aujourd'hui, sur leur bouquet bien-être ou sur la prise en charge de l'activité physique adaptée à la santé. Donc ça, c'est un des points. Et je vais conclure sur le troisième point. Donc je parlais de thérapie non médicamenteuse. Aujourd'hui, la méditation, l'activité physique, la gestion de son stress par plein de techniques, en fait, ont des effets sur la physiologie humaine, sur le mental. Et en fait, elles n'ont pas aujourd'hui assez de preuves pour être validées scientifiquement. Mais il y a la NPIS, c'est une aujourd'hui société savante qui travaille sur les thérapies non médicamenteuses, qui est en train d'y travailler par exemple. Et donc elle recherche d'ailleurs des soutiens. Moi, va bientôt être partenaire. Et l'objectif, c'est que d'ici quelques temps, en fait, on puisse montrer que les thérapies non médicamenteuses, elles ont un effet sur la santé et que ces thérapies non médicamenteuses pourraient être prises directement en charge par le système de santé français.
Voilà, donc ça c'est la manière finale un peu de travailler avec le système de santé français. Mais tant qu'on aura aussi toutes ces guéguerres, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Voilà. Voilà en tout cas nous comment on se positionne là-dessus et on va soutenir parce que en effet il faut que ça change. Véronique Poty, vous vouliez réagir? Oui, alors nous, on se pense comme un acteur des transformations. La prévention, c'est notre deuxième métier cœur. Donc, on a à peu près 35 chargés de prévention qui travaillent avec à peu près 500 professionnels de santé. On a également 1700 établissements de soins avec Vive 3, l'offre de soins du groupe Vive, et un réseau de professionnels de santé partenaires de plusieurs milliers de professionnels avec qui on a négocié des actes de qualité à des tarifs négociés. Donc on voit quand même des progrès sur cette approche globale de prévention qui est de plus en plus demandée par les entreprises. Il y a beaucoup de choses qui sont de notre côté inclus dans les garanties proposées aux adhérents, que ce soit pour les particuliers, en tant que parents, en tant que seniors, en tant que salariés. Donc pour nous, ça va dans le bon sens, même s'il y a encore effectivement beaucoup de guerres entre ce qui rapporte de l'argent, ce qui ne rapporte pas de l'argent. Et effectivement, parfois, il y a des choses qui ne rapportent pas de l'argent, qui sont super efficaces. Je pense notamment aux jeunes, qui est très connu et très utilisé en Allemagne et en Russie et assez peu étudié en France. Donc il y a plein de choses à faire encore, à exploiter. Ça veut dire, vous entendre qu'il y a une compréhension aujourd'hui, une vision quand même assez partagée, quelques réticences. Il manque une vision politique qui doit réglementer un peu plus tout ça, enfin en tout cas le porter d'un point de vue d'officialisation, je vais dire ça comme ça. Je crois que c'est plutôt au niveau accès qu'il faudra promouvoir l'accès et donner aussi aux usagers les possibilités d'accéder. Oui, ça marche via des mutuelles. En politique, on voit un progrès. On va revenir après à d'autres concepts, mais petit à petit, ça rentre dans les têtes de la politique, de la prévention. Quand vous regardez un ministère, la première fois en France, qui s'appelle ministère de la Santé et de la Prévention, c'est quand même déjà ça, c'est déjà une très bonne chose. Mais il faut aussi pas oublier l'accès des populations rurales, vulnérables, en précarité. Ça, il faut intégrer, bien sûr, pour que tout le monde ait l'accès et pas que il y a une inégalité par rapport à la prévention. Et on pourrait ajouter, puisque nous avons 2 entreprises qui ont basé une nouvelle approche, une approche différente sur du numérique, il y a le sujet de la fracture numérique, effectivement. C'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, a priori, être universel. C'est une certitude. C'est une certitude. C'est pour ça que nous, chez moi, on a toujours, en tout cas, un lien avec nos entreprises clientes ou avec n'importe quel utilisateur, un lien physique. On veut recréer ce lien physique. On a commencé par des séances d'activité physique où on faisait des ateliers de la santé dans des associations sportives. Et on veut y revenir tout doucement. Aujourd'hui, on est dans les entreprises, mais il faut y revenir parce que c'est en voyant du monde, le lien social, qu'on va aussi changer ses comportements et être influencé socialement, finalement, aussi à avoir les bons comportements de santé. Je reviens sur la partie politique. Je pense qu'il y a quand même une vraie question aujourd'hui de financement. Aujourd'hui, la prévention santé en France, c'est 2,1% du budget de la santé. Sur, ça doit être 180 milliards, si je ne me trompe pas, le budget de la sécurité sociale. Dans d'autres pays en Europe, on est plutôt à 3%, c'est encore très peu. Mais on ouvre aussi potentiellement quelques innovations, comme, je m'appuie sur les mutuelles, le fait de prendre soin de soi, qui est récompensé par du cashback par la mutuelle, par exemple, ou est récompensé d'une autre manière. En Allemagne, ça se fait davantage, mais voilà, ça évolue dans le bon sens. Maintenant, je pense, en tout cas c'est mon avis, que si on considère la prévention comme aller voir son médecin à partir de 40, 50 ans pour faire un dépistage du cancer colorectal, on a déjà une problématique, c'est qu'en fait déjà là on est finalement un peu dans le trop tard. C'est plutôt comment on accompagne l'individu avant pour qu'il s'alimente mieux, pour qu'il pratique plus d'activité physique, pour qu'il puisse voir un psychologue et tout ça plus facilement, et on en revient finalement à l'accessibilité. Et donc comment on donne l'accessibilité? À travers les entreprises, à travers les mutuelles, à travers finalement toute une politique qui doit être commune. Voilà. Petit Bambou, d'ailleurs, au passage, ça n'est pas que numérique. Il y a quelques publications, il y a aussi une approche... Ouais, alors, Petit Bambou, on reste une app. On va pas je vais pas vous dire autre chose. On reste une app, on est dans le digital.
Bon, aujourd'hui, pour vous donner, j'ai demandé là les chiffres un peu de la base utilisatrice. Bon, Ludo a pas suivi. Alors nous, on n'est pas doué chez les chiffres pour les chiffres. On fait pas de KPIs et on fait pas d'études de notre data chez Petit Bambou. Étonnant pour une entreprise. Donc j'ai pas trop d'infos à vous donner, à part que grosso modo, on a 60% de femmes, 40% d'hommes. La tranche d'âge principale des utilisateurs, c'est 35-55 ans. Mais on a des témoignages de papis de 80 ans qui nous écrivent et qui ont réussi à se connecter. Et voilà. Nous, notre job en tant qu'app digitale et 100% digitale, c'est de faire que l'application soit la plus intuitive possible, la plus facile d'utilisation. Et on a l'air de faire quand même un bon boulot. Donc ça va, on s'en sort pas trop mal. Mais donc, je vais pas vous mentir, on est effectivement quand même du 100% digital. Moi, sur la partie entreprise, on a, grâce en fait à nos contributeurs, donc ce que j'appelle les contributeurs, c'est les auteurs de nos programmes, on maille tout le réseau, toute la France. Donc en fait, on a des instructeurs, psychologues, psychiatres, coachs qui sont dans toutes les grandes villes françaises, bien évidemment beaucoup à Paris, mais aussi dans toutes les grandes villes françaises. Du coup, moi, quand j'ai des entreprises qui ont des interventions en présentiel, ce qui commence un peu à arriver, mais pas trop. C'est pas trop la tendance. On reste quand même sur la visio. Mais quand j'ai des demandes en présentiel, on fait des ateliers, des confs en présentiel, des formations en présentiel, sans souci. Mes instructeurs préfèrent le présentiel pour le lien humain que ça amène. Mais on est rentré aussi dans une nouvelle ère et il faut vivre avec notre temps. Enfin, voilà, et au fur et à mesure, ça va arriver. L'État met en place aussi des outils digitaux pour, je pense à mon espace santé. Alors, on est au tout début, mais quid dans 10 ans. Donc, il faut accompagner aussi cette transformation des populations, effectivement, dans la ruralité. Moi, mes parents, ils habitent un bled, on capte rien du tout avec tous les opérateurs qu'on peut avoir et rien. Bon, bah oui, c'est un peu plus compliqué. Vous mais habitez en Picardie? Non, en Loire-Atlantique, au bord de la mer, mais on doit être au bout du relais de l'antenne et du coup, il se passe rien. Non, mais j'ai cru que c'était mes voisins. mais voilà, ça va arriver, ça prend du temps, c'est compliqué, il y a des enjeux politiques, il y a du lobbying, il y a tout ça, et qui fait que on est très conservateur en France aussi. Il y a beaucoup de facteurs qui font que tout peut pas changer de tout au tout, mais en tout cas, effectivement, la prévention au plus près de la population. Moi, je prône, et c'est un peu le message que je fais passer, j'essaye de faire passer dans les bureaux, c'est de venir aussi faire de la prévention à l'échelle des villes. On a eu des villes, nous, qui nous sont sollicitées pour faire des partenariats, pour faire partie de plans de prévention santé à l'échelle de la ville. Je sais que Lille, en ce moment, j'ai oublié dire que c'était en discussion en ce moment. On devrait normalement peut-être arriver sur la table ronde pour ce sujet-là, mais c'est au local, en fait. À niveau à l'échelle de l'État, on peut attendre longtemps encore. Après, le numérique, quand même, permet aussi de transmettre aux jeunes un message. Ça, c'est vraiment très important. Comme on sait, beaucoup de comportements à la santé sont construits autour de l'adolescence, qui est déjà un peu vulnérable, mais qui va impacter votre état de santé quand vous êtes adulte et plus tard. C'est vraiment essentiel de développer le côté numérique, mais peut-être aussi à réfléchir de le mettre plus dans l'éducation nationale aussi, et bien sûr travailler sur la fracture aussi, pour pas perdre des personnes âgées, des personnes avec des difficultés, etc. Ça, en fait, il faut adapter aussi le numérique en fonction de la cible. Ça, et déjà, je crois, dans les nouveaux programmes éducation nationale, il devra avoir une prioritisation de l'activité physique aussi, mais pas uniquement un élément, ça devrait être plus global que ça. Cette fracture numérique, aujourd'hui, elle concerne 25% de personnes en France. Et en fait, ce n'est pas que des personnes âgées. Oui, c'est aussi parfois social, des jeunes, des personnes social. qui sont éloignées de l'emploi. Et on connaît bien le sujet chez Harmonie Mutuelle parce que ça fait 3-4 ans qu'on accompagne en fait nos adhérents, mais aussi le grand public sur ces sujets-là, notamment via la mairie de Lille aussi, avec des services civiques qu'on coach pour accompagner directement le grand public. Que ce soit sur accéder à son application de santé et demander des remboursements, scanner sa facture, mais c'est aussi comment envoyer des mails, comment remplir une fiche d'impôt en ligne. Et donc on a accompagné à peu près 300 personnes en 3 ans. Donc l'État a mis en place des aides comme les conseillers numériques qui peuvent répondre et accompagner le grand public de manière spécifique.
Donc il y a des choses qui sont mises en place, mais c'est vrai que par rapport au fait que toutes les démarches administratives vont être faites en ligne maintenant, il y a toute une catégorie de la population qui n'est pas prête. Il ne faut pas se leurrer, elle ne sera pas prête demain et ça risque de durer. Donc je crois qu'effectivement on est obligé d'avoir une offre qui réponde aux deux. Aux personnes qui sont en capacité de traiter les choses de manière numérique et aux personnes qui de toute façon refusent ces outils-là ou, il ne faut pas se leurrer, qui, quand on leur explique comment ça fonctionne, ont du mal à retenir et parce qu'elles n'ont pas les outils ou parce qu'il y a un tel rejet de l'outil que l'aide n'est pas efficace. Voilà. Et par rapport à l'accessibilité financière, je crois qu'il y a déjà aussi beaucoup de choses qui existent dans les contrats santé, mais qui sont méconnues des adhérents, qu'ils soient particuliers ou salariés. Donc moi, je vous invite à regarder ce que vos garanties couvrent et à regarder aussi en tant qu'entreprise en suivant la convention collective à laquelle est rattachée votre entreprise, ce qui est faisable. Parce que les CCN aujourd'hui ont l'obligation, quand elles recommandent des assureurs, d'avoir négocié le degré élevé de solidarité. Donc là, les assureurs doivent consacrer 2% des cotisations à des remboursements tels que des actions de prévention ou d'action sociale. Donc ça, c'est financé, c'est-à-dire que vous pouvez demander à votre mutuelle, par exemple, de faire des actions de prévention que vous n'aurez pas à financer puisque c'est pris sur ce degré élevé de solidarité. Donc là, c'est tout bénéfice pour vous. Voilà. Mais ça, généralement, c'est en petit dans les conditions générales de vente. On en parle beaucoup maintenant mais vous me faites penser qu'on va essayer de communiquer plus sur le sujet. je vais me permettre de rajouter... Les fonds ne sont pas chez les mutuelles, en fait. C'est dans les CCN. Pardon. Désolé. Je me permets de rajouter, on a eu un de nos clients qui était chez Harmonie Mutuelle, chez qui on a essayé de proposer MOA pour l'ensemble des salariés, avec un essai de prise en charge, en fait, pour les collaborateurs. On a appelé Harmonie Mutuelle et puis on nous a dit, nous, on ne fait pas. Donc là, je vous lance la perche pour faire en sorte qu'on puisse améliorer la santé des entreprises ensemble. Petit bambou aussi, pareil. Alors, on a la preuve que c'est une véritable table ronde qu'on a beau avoir préparée, mais en direct, il y a des messages qui sont passés. Ça veut dire qu'il y a encore du chemin. Avec plaisir pour en reparler après. Nous, on le travaille, avec aujourd'hui l'Ami Mutuelle, qui est notre premier soutien, qui est aussi notre investisseur principal aujourd'hui. Il faut le dire, c'est une mutuelle qui nous aide à développer pour l'ensemble des autres mutuelles françaises et pour l'ensemble de la population, cette vision que j'ai pu vous présenter. Donc les acteurs peuvent le faire, les petits comme les plus gros. Et c'est là où il faut qu'on aille, donc merci la vie mutuelle. Je voulais juste ajouter par rapport au numérique, je crois que c'est un élément crucial pour la prévention d'aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier aussi le multiformat. Dans nos projets Alim Aidant ou aussi dans le projet concernant des patients de cancer, on a également un site internet qui propose des messages pour Alim Aidant. On est en train de créer une chaîne YouTube. Pour donner une option par rapport au message de santé du usager, quel format il aimerait bien choisir. On va associer des conférences webinaires aussi, mais également aussi des ateliers en présentiel qui créent quand même le lien social. Le lien social, quand même, c'est très important et il est créé de façon différente si vous êtes en numérique ou si vous participez et interagir. C'est important d'avoir en tête, je crois, le multiformat. Je me permets juste de rajouter, mais c'est aussi la légitimité scientifique. Vous êtes docteur, chercheuse, et je pense qu'il faut aussi rassurer la population avec des contenus validés, avec une certaine légitimité pour donner confiance aussi à la population. Petit bambou, j'ai aucun doute. Il y a aucun doute. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'allais arriver à cette question du numérique, on y revient, mais aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'applications santé. Aujourd'hui, il n'y en a que 2% qui sont validés en fait scientifiquement ou qui ont des partenariats avec la recherche ou la santé. Donc c'est très peu en fait. Et du coup, on laisse aussi des individus potentiellement aller vers on ne sait pas. Ouais, c'est compliqué. On a eu la Millivitude qui a fait un gros rapport délétère sur la méditation à l'école il n'y a pas très longtemps. Et heureusement, le Conseil scientifique national a dit non, ça va.
si c'est fait par des professionnels il y a des protocoles de méditation pour les enfants qui sont aujourd'hui validés, qui sont cadrés. Si c'est fait par les professionnels, vous pouvez y aller. Et ce qui est incroyable avec ce rapport qui a été fait, c'est que nous, on a aussi un pôle école à côté du pôle santé chez Petit Bambou. Et le nombre de profs, là on a fait une opération pendant les vacances de la Toussaint, on a déployé plus de 3000 codes, on a offert 3000 codes d'1 an à des profs. Le nombre d'instituteurs de la maternelle jusqu'au collège qui utilisent la méditation, mais c'est quoi? C'est pas 15 minutes, hein, c'est 2 minutes de respiration en début de classe ou si la classe commence à chahuter. Et en fait, on a des témoignages d'instituts de profs qui nous disent les élèves, tout de suite, recentrage, respiration, qui amènent à la discussion, à l'empathie, à la résolution de conflits, etc. Et c'est incroyable. Et quand on voit que, ouais, c'est compliqué. Bref, voilà, on pourrait rentrer là-dedans. Mais pour revenir aux mutuelles, Petit Bambou est remboursé à 50% par Alan. Voilà, sur labo semestriel de mémoire. Et en janvier, on lance un partenariat. Il est en cours de construction technique, mais il sera live mi-janvier avec la GSMC. Pour le coup, sur la partie B2B, donc dans les packs entreprises, où un DRH pourra déployer l'application Petit Bambou et sera remboursé à hauteur d'une somme qui sera communiquée à l'entreprise par la mutuelle. Donc on est super content parce que nous, je sais que mon cofondateur Benjamin Blasco travaille les mutuelles depuis plusieurs années. Groupe Vive, il y a eu quelques OP qui ont été faits avec le groupe Vive, mais toujours du one shot et jamais de choses pérennes. Je sais que c'est un gros fer de lance chez nous et qui dure à lancer, ou du moins à atteindre la cible. Mais c'est un vrai travail et c'est plusieurs acteurs. Il y a l'assurance maladie, il y a les mutuelles, il y a les politiques, il y a le local. Là, ce matin, j'ai vu passer une news. Alors, c'est tout frais de ce matin, j'ai pas la source, mais a priori, il y a une première expérimentation de remboursement de la méditation au CHU de Pau. Alors, il faudra rentrer dans un protocole, il faudra avoir fait 2 épisodes dépressifs avant. Enfin bon, il y a tout un truc, mais remboursé par la sécurité sociale. Donc, quand même assez incroyable. Donc une étape importante, a priori. Il est 11h, midi. Il est 12h01. On va conclure. Peut-être qu'on va prendre des questions dans la salle. Oui. Voilà. Bonjour, merci de cette table ronde. C'est un sujet auquel j'affectionne beaucoup. Donc moi, je suis Delphine Roland, je suis thérapeute et j'ai créé aussi ma société Évolution et Coordination pour tout ce qui est justement comment travailler en projet de santé de façon pluridisciplinaire, transdisciplinaire, j'ai envie de dire. Donc j'ai aujourd'hui 2 sujets sur lesquels je travaille et qui sont en résonance avec ce qui s'est dit ce matin. Je participe à la création d'un centre de médecine intégrative. Donc là, on parle d'approche holistique. Voilà, moi j'ai plus le langage santé intégrative, mais voilà, c'est des visions qui sont de toute façon similaires. Ce centre s'appelle l'Hirondelle Bleue et va s'ouvrir au printemps prochain dans la région, on va dire proximité d'Arras, en pleine campagne. Et on a créé des parcours de soins pluridisciplinaires et on voudrait aussi là mener des projets, des études sur des projets de prise en charge globale autour de certaines thématiques, la première étant les douleurs chroniques type fibromyalgie. Et on se heurte au même questionnement de la prise en charge, c'est-à-dire que il y a des réels besoins, des réelles attentes des patients qui sont volontaires pour prendre soin de leur santé, mais ça a un coût. Et je pense que notre modèle de santé aujourd'hui, il est complètement à l'envers, c'est-à-dire qu'on favorise la prise en charge du curatif et pas du tout le préventif, ce qui est complètement à l'opposé des approches orientales où en Asie, en Chine par exemple, on va voir son médecin pour prendre soin de sa santé et non pas uniquement quand on est malade. Donc c'est vraiment porter un regard autre, justement, comme vous l'avez dit, sur qu'est-ce que la santé. Et c'est un capital, je pense que plus on vieillit,
plus on a conscience justement que la santé, c'est pas acquis. La santé, ça s'entretient et dès le plus jeune âge. Il faut préserver ce capital parce qu'il n'est pas inné. Donc ça, c'était le premier point. Et j'ai rejoint récemment aussi les CPTS, donc qui est les communautés territoriales professionnelles de santé, qui regroupent des professionnels de santé libéraux et en partenariat avec des structures de soins, mais tout autre acteur, que ce soit aussi des collectivités locales, sur comment on améliore la prise en charge du patient sur un territoire par rapport aux problématiques territoriales. Et il y a un axe effectivement prévention aussi qui est important. Donc il y a l'accès aux soins et la prévention. Et je suis sur le territoire du Grand Denain où il y a une grande problématique aussi de précarité de la population. Je pense que on touche les limites parfois de qu'est-ce qu'on peut offrir et comme on disait d'adapter aussi le soin au terrain, c'est-à-dire qu'on va pas proposer les mêmes choses en communauté lilloise que à Valenciennes ou à Lens ou ou à Paris. Et je pense que c'est important aussi que nos politiques de santé ne se basent pas uniquement sur des études scientifiques, mais je rejoins qu'on ouvre d'autres types d'études qui permettent justement de montrer l'efficacité de ces programmes pluridisciplinaires. En plus qu'une question, c'est un témoignage. Je ne sais pas si une réaction. Là, j'interpellais aussi un petit peu, entre autres les mutuelles comme Harmonie Mutuelle, parce que je sais que le groupe Vive a déjà participé à des colloques avec l'AMCA et des acteurs de la santé intégrative. Je pensais aussi, tous, on a cette volonté de prise en charge globale. Et ce que je trouve chouette, c'est que c'est en travaillant au plus tôt avec les acteurs. Enfin, j'étais plus un témoignage pour dire qu'effectivement, c'était une difficulté et qu'on a tout intérêt, et je pense que c'est aussi l'objectif de Clubster Santé, c'est de mettre différents acteurs qui ont le même désir, le même objectif, pour essayer de réfléchir ensemble sur ce qu'on peut faire, quoi. Je ne sais pas s'il y a une réaction face à ce témoignage. Vous prêchez une convaincue. Vous prêchez une convaincue. Moi, je suis persuadée que ça passera aussi par l'entreprise et par des actions individuelles. Et que c'est primordial de le faire à son niveau d'entreprise plutôt que d'attendre le gouvernement. Voilà, ça viendra par là. Merci pour ce témoignage très riche, notamment des CPST est une initiative quand même qui permet que d'autres professionnels parlent ensemble, comme le CNR aussi, pour créer des lieux de rencontre, pour adapter des actions sur le territoire selon des besoins. De toute façon, aussi, nous, on travaille toujours avec un diagnostic territorial préalablement pour adapter nos actions sur le territoire et on évalue aussi nos actions. Si vous êtes intéressé d'échanger plus par rapport à une méthodologie, ça reste autodéclaratif, aussi qualitatif, focus group, pas uniquement, ça a une approche hybride, mais qui permet aussi d'avoir une évaluation scientifique des approches très terrain. Si vous avez envie d'échanger, j'ai un peu de sujet avec. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour à tout le monde. Il paraît que la sieste est fortement conseillée au Japon. Donc, est-ce que vous préconisez la sieste dans les entreprises françaises? C'est inimaginable de dire à quelqu'un, là, c'est paraît-il, c'est les employeurs qui incitent les employés. Et puis, juste une petite, vous avez cité Christophe André, il me semble qu'il a écrit un livre avec Mathieu Ricard, et ce qui est impressionnant, je me souviens, c'était une rencontre aux élites payantes, comme si c'était des chanteurs. Donc, est-ce qu'il intervient, Mathieu Ricard? Non, parce que Mathieu Ricard est un moine bouddhiste. Nous, on prône la méditation, c'est laïque, la pleine conscience.
Du coup, on n'a pas de côté spirituel dans l'application. Néanmoins, si un jour on le croise, on sera ravis d'échanger avec lui. Mais non, on prône l'aspect laïque de la pleine conscience, bien que là, effectivement, la méditation tire ses origines de la culture bouddhiste. Et Mathieu Ricard est donc le grand bouddhiste français, traducteur du Dalai Lama, etc., qu'on voit partout, très grand ami de Christophe André. Mais non, on n'est pas en lien là-dessus. Et alors, la sieste. J'y vais pour la sieste. Une sieste, faut qu'elle soit bien faite. Plus de 20 minutes, on va commencer à arriver dans un sommeil qui est plus léger. On va commencer à rentrer dans du profond. Donc le moment où en fait, je peux vous donner quelques conseils. Vous pouvez vous mettre sur votre chaise. À partir du moment où vous sentez vos muscles, hop, le petit stress, c'est que vous commencez à rentrer dans un sommeil un peu plus profond et votre corps est en train de vous le dire, c'est hop, je me relâche complètement. Donc 20 à 25 minutes, pas plus, et ça va redémarrer finalement un peu l'ordinateur de sorte à pouvoir se redynamiser. Mais bon, derrière, pas que la sieste, hein. C'est aussi savoir se lever. Depuis tout à l'heure, on est bien trop longtemps assis. Bon, je leur dirai plus, mais j'espère que la prochaine fois, vous serez exemplaires. On ira boire un coup, ça ira. Ça changera pas qu'on aura passé un peu trop de temps assis quand même. Oui, ouais, même toutes les 30 minutes, hein, le plus possible en tout cas. Et pour revenir sur la place de la sieste en entreprise, bah, si l'environnement de travail le permet, que l'employeur est d'accord, tant qu'il n'y a pas d'abus, bah, moi j'y vois pas d'inconvénient. Pour vous donner tout simplement un exemple, il m'arrive en plein après-midi de mettre mes pieds sur le coin de mon bureau, pas sur mon bureau, et de dormir au milieu de mes collaborateurs. Voilà, 20 minutes, pas plus. Il y a plusieurs d'entreprises donc évoluant dans le secteur QVT entreprise depuis 3 ans et demi. J'ai vu plein d'autres acteurs. Il y a de plus en plus de prestataires qui proposent des bulles de sieste. Donc c'est vraiment des machines dans lesquelles on se met. Et pour avoir discuté de ce sujet-là avec des entreprises du CAC 40 dont les sièges sont à Paris et ils ont des sièges absolument incroyables, ils font des salles de sieste dédiées. Il y a ces machines qui sont là. Ça commence à arriver. C'est très présent dans les pays anglo-saxons, notamment Canada, États-Unis. Et ça commence. Nous, on a toujours un peu de traîne, mais ça arrive. Je me permets un témoignage vraiment local. Ici à la Pleine Image, vous avez dans ce bâtiment, l'Imaginarium, vous avez un coworking avec des fausses tables de ping-pong et il y en a certaines qui sont plutôt en hauteur et donc on peut travailler debout, effectivement. On est un certain nombre à le faire quotidiennement. Et deuxièmement, on a des canapés pour la sieste. Et en 10 ans, j'ai quand même vu une petite évolution, c'est qu'au début, c'était très inhibé, parce que la sieste est quand même mal considérée. Et on voit que ça change, puisque effectivement, moi, encore récemment, j'ai pas trouvé de canapé disponible pour la sieste. Voilà. Donc, bon, on n'a pas un nombre si important que ça de canapés, mais quand même. Et je pense que dans pour en fréquenter beaucoup, notamment dans des coworking, notamment en région parisienne où effectivement le coworking est peut-être encore plus, c'est présent. Effectivement, il y a cette dimension-là qui fait vraiment partie de la gestion des espaces et pourtant le mètre carré francilien est quand même, c'est tendu. Donc je vais rajouter un petit commentaire sur le sujet. La performance au travail, c'est votre capital humain, vos expériences, votre savoir, vos compétences, fois votre capital santé. Vous santé, on vient d'en parler. Donc ça veut dire que vous pouvez être Einstein au travail, mais si vous êtes fatigué, ben forcément vous serez moins performant. Donc voilà, à prendre en considération s'il y a des entreprises ici qui se posent encore la question de pourquoi je devrais mettre en place du bien-être et de la santé au travail. En voilà une de raisons aussi. Oui, par rapport aux maladies chroniques également, on manque de sommeil augmente le risque pour Si une dernière question. Bonjour, moi je voulais vous remercier parce que la conférence et la table ronde étaient intéressantes. Et au NSL d'avoir pu articuler ça, parce que c'est vrai que concrètement ma question porte sur justement le call to action, le après. Je voulais tendre une perche avec Alan, mais vous êtes au courant, et c'est vrai qu'au niveau mutuel, ça serait bien que l'initiative vienne aussi de ces organismes-là. Alan le fait à 50% pour Petit Bambou, j'espère pour moi demain. Moi concrètement, aujourd'hui, mon rôle, j'ai rien à vendre, mais j'articule la partie tech dans le monde de la santé. Enfin, j'essaye, hein, parce que c'est pas simple. On est en France, on a un super système de santé, mais l'évolution et le après, il est très compliqué à mettre en place. Je parle concrètement, j'accompagne 2 CPTS sur la partie digitale. Comment, au sortir de cette table ronde, comment est-ce qu'on peut le mettre en branle avec
l'écosystème tech, l'écosystème santé, prévoyance pour vous, selon vous? Alors après justement on va boire un coup, grignoter, donc le networking peut continuer après. Non mais si on peut prendre un peu de temps pour répondre à cette question et puis on poursuit les échanges après. Moi, je vais vous avouer que j'ai pas bien compris la question. Moi non plus. Si Moi, vous j'ai pouvez compris, je reformuler. crois que j'ai compris. Donc je propose que la réponse à cette question soit une forme de conclusion, puisque votre question, in fine, c'est bon, comment on va plus loin et comment alors on n'a qu'une partie de la typologie des acteurs qui devraient être autour de. On pouvait pas faire une table ronde à 18 personnes, donc effectivement il manque. Un salon, quoi. Ouais. Mais effectivement la question c'est comment on va plus loin et comment on organise ça avec cette dimension tech sur laquelle effectivement on peut faire attention. Du coup, je vais rebondir parce que Petit Bambou a créé cette année, je sais pas si tu as vu passer la Mental Tech. Non, ça te parle pas? Ouais, je sais. Bah là, pour le coup, il y a Mental devant. En fait, c'est un groupe d'entreprises, dont Petit Bambou, dont je les ai pas tous en tête. Il y a Quit, il y a Mokacare qui est un petit concurrent. Si on considère qu'ils sont sur les mêmes cibles, oui. Ouais. Mais sinon. Grosso modo, c'est un groupe d'entreprises tech sur la santé mentale qui s'est créé en début d'année et qui a pour but de faire une sensibilisation auprès du pouvoir public sur comment utiliser les outils numériques au service de la santé mentale. Et donc sur plein de donc sur le curatif, le préventif, sur toutes les étapes du parcours holistique, si tu veux. Donc je pense que effectivement demain les grands acteurs, oui, il y a l'État, mais l'État c'est compliqué. On le voit avec l'espace santé, mon espace santé là qu'ils ont sorti, et moi j'ai fait mon dossier, j'ai vu là en bas et c'était marqué qu'ils n'avaient pas encore eu leur certificat. Je dis, bon super, génial. La sécurité, c'est très compliqué. On met en main des outils tech à des gens qui sont pas forcément spécialistes et ont pas forcément les moyens, etc. Après, ouais, nous, Petit Bambou, déjà, nous, on essaie de faire à notre échelle. On a monté ce Mental Tech pour faire clairement du lobbying auprès des pouvoirs publics sur ce sujet-là. Voilà, à notre échelle, on essaye. Au niveau d'Harmonie Mutuelle, donc vous aviez deux questions dans une. La première, c'est comment on sort du curatif et comment on fait plus de préventif. Ça, je crois que j'ai répondu au préalable. C'est notre deuxième métier cœur, la prévention, et c'est même devenu la base de notre raison d'être. Et on peut en reparler plus tard si vous le souhaitez. Pour la partie innovation, alors on fait partie de fonds d'innovation, notamment en santé, et on examine de près un certain nombre d'innovations qui pourraient avoir un intérêt d'un point de vue de santé. Et parfois, on prend des participations, voire on rachète des sociétés qui sont sur ce sujet-là. On a par exemple un outil de téléconsultation qu'on met à disposition de tous les adhérents à Harmonie Mutuelle, disponible en direct 24/24, 7 jours sur 7, la téléconsultation sur leur appli ou sur leur espace en ligne Harmonie et moi. Et c'est gratuit. Ça, c'est l'exemple le plus probant qu'on a mis, qu'on a lancé avant la pandémie et qui a été très très utilisé.
mais nous examinons à la loupe un certain nombre d'innovations en santé pour pouvoir les soutenir, les aider et proposer de nouveaux services à nos adhérents. Et quant au lobbying avec l'État, oui, bien sûr, les mutuelles en font partie de ce lobbying-là. Et c'est un sujet de longue haleine. Voilà, donc sans parler de lobbying, pour aller plus loin et peut-être pour conclure une dernière question, est-ce qu'il n'y a pas tout un travail à mener au moment de la formation des professionnels de santé pour qu'ils aient une vision je reviens au démarrage, c'est-à-dire qu'ils aient au moins la vision de ce qu'est la définition de la santé selon l'OMS, encore une fois. Ça commence à arriver. C'est déjà présent dans, par exemple, je sais que ma compagne est chirurgienne dentiste, elle a eu un peu de formation sur la prévention, mais bon, c'est vraiment très limité quand même, hein. C'est quelque chose sur lequel aujourd'hui il y a des acteurs qui vont se positionner et doivent se positionner. On en a beaucoup parlé de l'éducation, et en fait j'ai même pas de solutions qui me reviennent aujourd'hui sur comment on accompagne les prochains professionnels de santé, être plus proche de la prévention. Après, dans les jeunes générations, ils sont très investis sur l'environnement. Le développement durable, la santé fait partie. Quand on voit ce qu'un chirurgien dentiste utilise comme plastique, c'est un truc de malade. Ils ont envie que ça change, donc ils vont aussi faire changer les choses dans ce sens-là. Et puis quand ils voient aussi le nombre de personnes qui en fait ont des caries liées finalement à des comportements de santé, ils se disent aussi non mais en fait la plupart des gens qui viennent nous voir, ils sont pas éduqués à la santé. Donc maintenant il faut qu'ils fassent le lien. Et ça se fait sur les réseaux sociaux. Donc en fait là j'ai des cas concrets, c'est qu'il y a des dentistes qui vont sensibiliser sur les sujets dentaires, etc. Donc finalement on en revient au contenu. C'est finalement il faut apporter du contenu, mais il faut aussi finalement le structurer. Et du coup, moi je commence à avoir vraiment envie de me lever. Je propose qu'on structure tout ça juste après autour d'un petit verre d'eau, de jus de pomme ou une petite bière. Marine ? On va poursuivre. Alors, juste un dernier mot. On va poursuivre effectivement les échanges de manière plus informelle et conviviale. Vous allez pouvoir tester, justement, je parlais tout à l'heure en introduction des liens qu'il y avait entre Eurasanté-Clubster NSL et la pleine image. Pendant ce temps convivial, je vous propose de tester une application de réalité virtuelle qui a été créée par de jeunes étudiants qui sont venus en incubation ici, qui ont été en incubation à Eurasanté. Le projet s'appelle Elaps, et donc c'est une application de réalité virtuelle qui vise globalement au bien-être et qui aujourd'hui cette application vise à être implantée notamment dans le monde de l'entreprise pour participer. Ça peut peut-être remplacer la sieste, ou en tout cas provoquer un état presque quasi de sieste. Je vous propose de tester ça. Ça dure peu de temps et donc voilà. Et c'est le mot de la fin. Voilà, et le cocktail se passe en bas. Tout à fait. Nous descendons d'un étage. Et encore merci à nos invités d'avoir accepté l'invitation. Merci pour les échanges. Et merci à vous.